Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 11 juin 2021. Le 16 juin prochain sera célébrée la journée africaine de l'enfant, une journée instituée par l'Union africaine, ancienne OUA, pour commémorer les événements tragiques de Soweto de 1976. Pour commémorer cette édition 2021, ici au Niger, l'ONG École Parrainage Action de Développement EPAD Niger s'active pour commémorer donc cette journée du 16 juin prochain à travers plusieurs activités. Je propose à cet effet de suivre le président de cette structure, M. Sidi Koumoussa, dans un entretien qu'il a accordé à la télévision Labari. Cette année, nous avons déjà fait le lancement hier 10 juin pour un peu lancer l'activité, mais également déjà dresser un peu le tableau de bord de la situation des droits de l'enfant dans notre pays. C'est vrai, tant au niveau de Niamey qu'au niveau en tout cas des régions, nos antennes célèbrent ou commémorent également cette journée-là. Mais cette année, nous avons voulu donner une particularité à cette semaine de mobilisation, vu le contexte dans lequel se trouve notre pays. D'abord, contexte lié à l'insécurité qui est devenue chronique aujourd'hui, mais également contexte lié aussi à sanitaire, j'allais dire, lié à la Covid-19. Alors, c'est tout cela que nous avons voulu, en tout cas, faire la rétrospection des avancées d'abord en matière donc, de réalisation des droits de l'enfant au Niger. Et vous me permettez de dire à ce niveau quand même qu'il y a eu, en tout cas du point de vue législatif, beaucoup d'avancées. C'est-à-dire que le Niger a adopté un certain nombre de politiques nationales, tant au niveau de la protection sociale qu'au niveau de la protection judiciaire et juvénile, mais également pris aussi certaines décisions. Notamment une décision phare, c'est le décret de 2017 qui permet de protéger, de maintenir et de soutenir la jeune fille dans le système éducatif jusqu'à l'âge de 16 ans. Même si par ailleurs, en tant qu'organisation de la société civile active sur les droits de l'enfant, nous aurions voulu quand même que cela soit une loi pour nous permettre en tout cas d'appuyer significativement les enfants et de les accompagner devant les juridictions en cas de violation de leurs droits, surtout sur la question du mariage des enfants. Nous avons aussi eu beaucoup d'avancées, en tout cas avec la création des comités régionaux de protection de l'enfant qui aujourd'hui vient en tout cas en appui aux initiatives de l'État, parce qu'il faut rappeler qu'en termes de ressources humaines et en termes de ressources financières, l'État en tout cas n'est pas prêt pour le moment, compte tenu de ses moyens, à couvrir l'ensemble du territoire par ses services compétents. Et nous avons pensé que cela a été quand même une bonne chose. Il y a eu également, au niveau de certaines institutions, notamment au niveau de la police. Voilà, c'était donc Sidi Koumoussa, le président de l'ONG École Parrainage Action de Développement EPAD Niger, sur les préparatifs de la journée du 16 juin prochain, qui marquera donc l'édition 2021 de la journée de l'enfant africain. Je vous rappelle que nous sommes bien vendredi 11 juin 2021. Le président de la haute autorité nigérienne de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Halcia, Gusman Abdraman, était ce matin face à la presse pour présenter les résultats obtenus avec les autres corps de contrôle du Niger dans le cadre de la mobilisation, des opérations de mobilisation des ressources internes. Je propose à cet effet de suivre un extrait du point de presse qu'il a animé ce matin. Le présent point de presse a pour objet de porter à la connaissance de l'opinion publique les résultats obtenus par la Halcia en relation avec les autres organes de contrôle, à savoir l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, la Direction générale des douanes, la Direction générale des impôts et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique sur les opérations de contrôle des recettes internes de l'État. Au niveau des services des impôts, les opérations de contrôle menées par les équipes mixtes Halcia, Direction générale des impôts, mises en place pour remettre à jour les dossiers physiques des contribuables
et le recouvrement des droits de l'État ont mis en évidence des droits non versés qui se répartissent comme suit. Direction générale, direction des grandes entreprises, environ 157 milliards de francs CFA. Direction des moyennes entreprises, environ 67 milliards de francs CFA. Autres recettes de Niamey, environ 10 milliards de francs CFA. En somme, c'est plus de 234 milliards de francs CFA de droits qui n'ont pas été versés à l'État par des personnes physiques ou morales. Certaines sociétés totalisent à elles seules plus de 40 milliards de droits non versés. Il a aussi été relevé que beaucoup de contribuables sont depuis 2002 en contentieux judiciaire, dont certains ont même quitté le territoire national. Pour l'heure, ces opérations ont permis, à l'égard de certains contribuables publics, de convenir des protocoles d'accord d'appurement et de traitement des dettes et créances d'un montant de 33 milliards de francs CFA, ainsi qu'une mobilisation des recettes de près de 350 millions de francs CFA. Au niveau des services des douanes, des équipes mixtes HALCIA, Inspection générale d'État, Direction générale des douanes, ont été mises en place en vue de contrôler les recettes douanières. À ce niveau, les investigations menées à travers l'exploitation du rapport de l'Inspection générale d'État ont relevé que des marchandises d'une valeur de 21 milliards de francs CFA ont été enlevées sans régularisation. Voilà, c'était donc le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Gusman Abdraman, ce matin face à la presse. L'hôtel Bravia a servi de cadre ce matin à la cérémonie officielle de signature des contrats de performance entre le directeur général des douanes et les vérificateurs des bureaux de douane. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs invités, comme nous le rapportent Khalid Bourema et Asmaou Seydou. Cette signature des contrats de performance entre le directeur général des douanes et les vérificateurs des bureaux de douane de plein exercice marque un tournant décisif dans le processus de modernisation au niveau de l'administration des douanes. Elle permettra aux vérificateurs d'assurer la plénitude de leurs prérogatives et d'être seuls responsables du traitement réservé aux déclarations en douane dont ils ont la charge et la liquidation des droits et taxes, et cela jusqu'à la délivrance de la main des marchandises. Les contrats individuels soumis à leur signature à compter d'aujourd'hui interviennent après 3 mois de tests sur les indicateurs retenus. Ces contrats de performance signés avec l'administration constituent un engagement pris aussi bien de la part des vérificateurs que de la part de la Direction générale des douanes. Toutefois, cet engagement est surveillé par la hiérarchie. Je tiens à informer les participants à cette cérémonie que la dynamique d'institution des contrats de performance ainsi amorcée sera élargie aux autres fonctions exercées de l'administration des douanes en vue d'aboutir à une évaluation sur des bases objectives et mesurables du rendement de chaque agent des douanes. Partenaire de la douane, la Banque mondiale s'engage à appuyer les douanes à travers un projet régional en cours de préparation sur la restructuration et la rationalisation des procédures. Malgré l'impact de la COVID-19 et les restrictions de déplacement, d'importants progrès ont été réalisés dans le cadre du projet d'assistance technique. L'équipe de la Banque mondiale continue de travailler en étroite collaboration avec les douaniers nigériens. Un appui a également été apporté à la création de la cellule d'analyse des données et des réformes au sein de la DGD. Cette même unité a établi des référentiels de suivi nécessaires à la mise en place des contrats de performance. Elle produit et analyse les indicateurs de performance. En outre, une plateforme virtuelle de collaboration avec les autres analystes douaniers de la sous-région est en cours de finalisation. Elle permettra la création d'une communauté d'échange de bonnes pratiques et d'informations. Le ministre. Voilà, c'était donc là le résumé de la cérémonie de signature de contrat de performance entre le directeur général des douanes ce matin et les différents vérificateurs des comptes au niveau de la direction générale des douanes.
Un atelier régional de dialogue multi-acteurs sur les prestations de services en sécurité se tient depuis ce matin à l'hôtel de ville, au gouvernorat plutôt de la ville de Niamey. Cette rencontre est organisée par l'ONG DICO. Je vous propose de suivre le résumé de la cérémonie avec nos reporters Chebou Guissou et Nafissatou Zakou. Le cadre de la mise en œuvre du programme intitulé Programme de gouvernance participative et réceptive que l'ONG DICO organise cet atelier régional de dialogue multi-acteurs sur les prestations de services en sécurité. Ce dialogue entre forces de défense, les organisations de la société civile, les chefs des quartiers, entre autres, vise plusieurs objectifs. Les objectifs que nous poursuivons à travers ce dialogue sont entre autres d'amener les communautés à être plus réceptives aux messages des forces de défense et de sécurité, plus engagées à faire des questions de sécurité une priorité citoyenne et plus disposées à relayer les informations. De réduire également les clivages entre forces de défense et sécurité et les citoyens et renforcer le cadre régional qui est le CRS pour pérenniser les échanges entre la communauté et les forces de défense sur les questions prioritaires de sécurité. D'amener également les décideurs ainsi que les organisations communautaires à prendre des engagements pour l'amélioration de l'offre de services publics dans le secteur de la sécurité. Et enfin, de renforcer les mécanismes de retour d'informations entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité, afin de minimiser les effets négatifs des mesures de sécurité sur les citoyens et de renforcer le soutien des citoyens à ces mesures. Beaucoup de forats sur cette thématique ont eu lieu par des acteurs aussi variés. Mais je tiens à vous rassurer que le dialogue d'aujourd'hui n'en sera pas de trop. On doit apporter toutes les contributions nécessaires pour nous permettre de disposer des outils nécessaires nous permettant d'assurer une large sensibilisation et mobilisation communautaire sur les questions sécuritaires au niveau de la ville de Niamey. Procédant au lancement des travaux de cet atelier, le gouverneur de la région de Niamey s'est réjoui de la tenue d'une telle activité vu l'importance du thème. Notre pays est actuellement entouré de presque tous les côtés par des foyers de tension, d'insécurité. Au sein même de notre pays, plusieurs régions sont en proie à des attaques. Notre région, la région de Niamey, n'est nullement épargnée par ce fléau. La tenue d'un dialogue multi-acteurs sur les questions de sécurité nous aidera sans nul doute à plus de vigilance, de prévention et de résilience. Tout au long des 2 jours d'atelier, vous aurez à discuter sur une thématique d'intérêt majeur. Je vous invite alors à partager et échanger vos expériences afin que chaque participant et chaque participante en tire le maximum de leçons concernant le sujet. À noter que la mise en œuvre du programme de gouvernance participative et réceptive est assurée par Counterpart International sous le financement de l'USAID. La suite du journal avec le médiateur de la République qui poursuit sa campagne de plaidoyer pour la réactualisation des textes juridiques nationaux qui protègent la femme et la jeune fille, notamment contre les violences. C'est une campagne que la médiature mène dans le cadre du projet Spotlight. Je propose de suivre le résumé de l'étape de Tawa dans ce reportage. Après Zender et Maradi, la campagne de plaidoyer conduite par le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, sur la révision des textes juridiques nationaux protégeant la femme et la jeune fille des violences est arrivée à Tawa. Tout comme ailleurs, dans la capitale de l'ADER, les députés nationaux, les chefs traditionnels, les leaders religieux et l'ensemble des cadres techniques des différents ministères sectoriels, ainsi que les organisations de la société civile, se sont retrouvés pour débattre sur la question. Le médiateur de la République, dans son allocution, a rappelé toute l'importance de la place de la femme dans le développement social, économique et culturel d'une société. L'avenir de toute nation
réside sans aucun doute dans la manière de percevoir la place et le rôle de la femme dans la société. La femme, mère de l'humanité, a-t-on coutume de dire, mérite de ce fait que les pouvoirs publics s'y attardent pour apprécier l'étendue de ses droits, mais aussi leur effectivité. Parce que dans nos sociétés, des considérations et des pratiques retardataires empêchent à la femme le plein épanouissement de sa personnalité. Du secrétaire général de la région en passant par le vice-président du conseil de ville ou encore la représentante du PNUD, tous ont salué l'engagement du médiateur de la République qui a bien voulu porter cette campagne. Pour rappel, le programme Spotlight Niger est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par les agences des Nations Unies, dont le PNUD, avec un seul objectif, éradiquer les différentes formes de violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Pour faire face à la menace du djihadisme dans le Sahel, certains pays de cette zone n'hésitent pas à créer des milices d'autodéfense pour répondre donc à cette menace. Le Mali et le Burkina Faso ont pour l'instant expérimenté cette création de milices, ce qui n'est pour l'instant pas le cas du Niger plutôt. Le studio Kalangou de la Fondation Hirondelle a interrogé sur la question le directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group, M. Jean-Hervé Jézéquel, que je vous invite à suivre. D'abord, il faut voir ce qui s'est passé dans les pays voisins. Non seulement au Burkina Faso, mais également au Mali, peut-être dans une moindre mesure, mais au Burkina Faso essentiellement, on a donné à ces groupes-là un statut national, celui des VDP, et il y a vraiment eu des liens très, très étroits qui sont établis entre les forces armées et puis ces groupes-là. Et les résultats ne sont pas bons, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a énormément de... Au fond, associer des gens à qui l'on donne des armes avec une formation très minimale, avec un contrôle très minimal, avec aussi des formes de recrutement qui privilégient certaines communautés et qui en excluent d'autres. On a abouti en fait à des résultats qui localement n'étaient pas du tout bons, à deux points de vue. C'est-à-dire que non seulement on n'avait pas une meilleure protection des populations civiles, elles étaient au contraire de plus en plus visées, mais on avait aussi au fond des groupes d'autodéfense qui elles-mêmes devenaient des ferments d'insécurité. Au Mali, on a une situation, une dynamique globalement similaire, même si les liens, paradoxalement, les liens entre l'État et puis ces groupes-là sont moins structurellement organisés qu'au Burkina Faso. Au Niger, les autorités, je crois, sont beaucoup plus conscientes de ce qui se passait dans les pays voisins et ont jusqu'ici plutôt résisté en fait, à cette tentation-là. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est un réflexe de prudence qui est complètement compréhensible. En même temps, le problème, c'est que les populations disent « mais vous nous empêchez en gros de nous organiser, mais vous ne nous apportez pas la protection dont on a désespérément besoin ». Et donc il y a cette tension-là actuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se contenter de fermer la porte à l'autodéfense, et il va falloir apporter en fait une solution en termes de protection, quoi. Et peut-être qu'un des changements aujourd'hui à faire, c'est de se dire que dans des régions comme le nord Tilabéry, au fond, la priorité des priorités n'est pas la lutte contre des groupes djihadistes qui sont par ailleurs transnationaux, mais la priorité des priorités, c'est la protection des populations. Et c'est au fond, là aussi, en essayant de redonner la primauté à la protection des populations, et au fond en demandant aux forces de sécurité intérieure d'assumer ces missions-là, et c'est difficile, on le sait, mais en leur redemandant d'assumer au fond les fonctions de protection des populations plutôt que d'aller au fond se mettre en chasse de groupes qui sont des groupes très mobiles, très structurés et qui sont aussi des groupes militarisés, donc pas à la portée au fond des forces de sécurité intérieure. Je pense qu'en redonnant à chacun les missions qui sont les siennes, je pense qu'on pourrait non pas résoudre la situation, parce que la situation est extrêmement compliquée, mais au moins se donner les moyens de réduire la demande actuelle pour l'autodéfense et apporter des formes de soulagement aux populations. Voilà pour refermer ce journal. Retenez que le ministre de la Santé publique, Dr Idi Liassoumé Nassara, accompagné de la coordinatrice du programme de lutte contre le paludisme au Niger, a visité ce matin 4 magasins dans lesquels sont stockés les produits de prévention et de prise en charge du paludisme.
afin de s'assurer de la disponibilité de ces produits pour une lutte efficace contre la maladie à la veille de cette saison des pluies, la saison propice pour le développement de cette maladie. Je propose de suivre le résumé de cette visite dans ce dossier signé Ibrahim Abdou et Hariata Salah. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision. Une maladie endémique mais qui fait plus de dégâts en saison hivernale. C'est pour cette raison qu'à l'approche de cette saison, le ministre de la Santé publique et son staff, accompagnés par la coordinatrice du programme de lutte contre le paludisme, ont effectué cette série de visites qui les a conduits dans le magasin de l'unité de gestion des spécifiques, le magasin Merida, les 4 tours de la zone industrielle et le magasin de Gamkali. Dans ces 4 magasins visités, le ministre a trouvé un stock important de médicaments de prévention et de prise en charge du paludisme acquis sur fonds propres de l'État et grâce aux partenaires comme CRS, le Fonds mondial, l'USAID, la Banque mondiale et bien d'autres. Après la visite, le ministre de la Santé se dit très satisfait car il existe une disponibilité pouvant couvrir tous les districts du Niger. Nous avons constaté la disponibilité totale des médicaments, des intrants de lutte contre le palud. D'ailleurs, c'est ça le vrai objet de cette visite, c'est de constater la présence physique, la disponibilité physique des médicaments. D'abord, par rapport aux campagnes que nous organisons chaque année, les 4 derniers mois ou les 4 mois de la période de haute transmission de palud, les médicaments CPS sont disponibles. Nous avons plus de 16 millions de doses, puisqu'il nous faut au moins 4 millions de doses par mois. Pendant les 4 mois, nous avons la disponibilité de ces médicaments. Vous avez constaté avec nous et la disponibilité des campagnes CPS, la campagne CPS qui consiste à mettre en place des équipes qui font porte à porte et distribuer gratuitement les médicaments de lutte contre le palud, le médicament de la prévention du paludisme saisonnier durant la période de palud. Et le deuxième lot de médicaments, c'est les médicaments de prise en charge en tant que tel de palud. Et si vous vous souvenez, l'année passée, nous avons eu à peu près 4 millions de cas de paludisme confirmés. Et c'est pour ça que nous avons prévu cette année plus de 9 millions de doses. Et au cas où, en tout cas, la pluie qu'on pense sera plus importante pour faire face, en tout cas, face à toute éventualité d'augmentation de cas. Et c'est pour ça que nous avons commandé c'est près de 9 millions de doses de prise en charge. Vous avez toutes les formes des enfants, des nourrissons, des adolescents, des adultes. Par la reconstitution de cet important produit de prévention et de prise en charge du paludisme, le gouvernement, à travers le programme de lutte contre le paludisme, décide de prendre le taureau par les cornes. D'ores et déjà, les produits sont acheminés dans certaines régions. Nous avons mis en place au cours de cette semaine près de 2 millions de traitements pour les formations sanitaires dans les 8 régions. Nous avons également mis en place plus de 4 millions de tests de dépistage rapide et nous avons mis en place 1 500 000 moustiquaires pour la routine, pour la distribution, donc pour les femmes enceintes et les enfants de moins d'1 an. Nous attendons une livraison à partir du mois d'août pour donc, le dernier trimestre de l'année 2021. Mais ce que nous avons déjà couvre aisément donc, toute la période de haute transmission. Le ministre de la Santé a expliqué comment se fera la prise en charge des personnes atteintes du paludisme. Il faudrait le rappeler, pour les enfants de 0 à 5 ans, je le précise bien, ces produits-là sont donnés gratuitement. Mais pour les enfants de plus de 5 ans, il y a un recouvrement partiel en fonction de CSI qui varie de 1 000 francs à 2 100 francs. C'est l'argent-là qu'on recouvre reste au niveau des centres de santé pour permettre à ces centres de santé d'acheter ce qu'on appelle le traitement symptomatique lié au paludisme. Et l'autre troisième aspect, c'est la prise en charge des femmes enceintes. Les femmes enceintes qui viennent pour les consultations prénatales, vous avez constaté un lot important de médicaments qu'on appelle la sulfadoxine pyrimétamine qui est donnée gratuitement aux femmes enceintes, à toute femme enceinte qui vient se faire consulter. Et pour accompagner la prise en charge de palud, vous avez vu ce lot important des solutés
Parce que qui dit palu dit parfois des vomissements et parfois en tout cas des malades qui viennent dans des états gravataires. Et ces solités, vous avez vu les magasins qui sont pleins de solités. Et l'autre aspect, c'est les moustiquaires. Nous venons de finir la campagne de distribution gratuite des moustiquaires où plus de, je parle sous le contrôle de la coordinatrice, je crois que c'est plus de 4 millions de moustiquaires qui ont été distribués cette année. Nous avons, en dehors de ces 4 millions de moustiquaires, positionné 1 million de moustiquaires pour continuer la distribution par rapport surtout aux femmes enceintes qui viennent se faire consulter au niveau des différents centres de santé. Tout ça là, nous sommes venus constater vraiment la présence physique. Déjà, la répartition a commencé. D'ores et déjà, certaines régions ont déjà reçu ces médicaments. Vous avez vu les camions qui sont en train de s'apprêter à partir de la semaine prochaine. Tous ces médicaments vont être acheminés au niveau des 8 régions du Niger. Enfin, le ministre de la Santé publique a donné des instructions pour que ces produits de prévention et de prise en charge du paludisme soient acheminés dans les autres régions restantes dans le plus bref délai.